À la une ce soir, le Tour d'Ailleul, dernier préparatif pour les plaisanciers qui suivront la compétition. Révision des bateaux ce matin au port communautaire de l'Étang-Abricot. Vous verrez le reportage en début de ce journal. Visite nocturne au château du Buc à Trinité. Hier, des dizaines de passionnés ont suivi le guide lors d'une randonnée commentée de ce site chargé d'histoire. 3 candidats déclarés pour les élections sénatoriales, Catherine Conconne, Maurice Bonté et Génie Dulis-Petit. Le premier tour est fixé au 24 septembre prochain. Et puis le chocolat traditionnel, les secrets de la fabrication artisanale en Guadeloupe à l'occasion d'un atelier découverte organisé par le parc naturel de l'île Sœur. Et puis notre invité ce soir, Raphaël Confion, il nous présentera son livre L'insurrection de l'âme qui revient sur l'histoire de Frantz Fanon. Bonsoir. Bonsoir. Et à tout à l'heure. Mais d'abord, cet avis de recherche de la gendarmerie nationale suite à la disparition inquiétante de Raïm Francillette. Âgé de 17 ans, il aurait fugué du domicile familial, quartier Laménard à Fort-de-France. Le 25 juillet dernier, il portait un t-shirt et un bermuda en jean. Si vous avez des informations susceptibles d'aider à le retrouver, contactez la gendarmerie ou la police en composant le 17. Plus que quelques heures avant le départ de la 33e édition du Tour d'Ailleul de Martinique ce soir, notre dernier reportage sur les préparatifs côté plaisancier, ultime vérification ce samedi, direction le port communautaire de l'Étang-Abricot avec quelques propriétaires qui préparent leur bateau. Le reportage de Guy Raphaël René. À la veille du départ du Tour, l'heure est au dernier préparatif pour les propriétaires de bateaux comme Christophe. Cette année, il a prévu de suivre l'Ailleul pendant 4 jours. On s'assure bien qu'on a tout le matériel de sécurité qu'il faut, que pompe de cale, là on a dû rajouter une 3e batterie parce qu'on a mis de la musique pour pouvoir faire la fête. Là le bateau il n'avait pas tourné depuis un petit moment parce qu'on refaisait pas mal de trucs, donc là oui on est en plein test. C'est comme un voyage, hein. On sait qu'on a le Tour d'Ailleul, donc c'est des choses qui sont prévues longtemps à l'avance, hein. On a un an pour se préparer. Une préparation particulière pour une semaine particulière durant laquelle les embarcations sont soumises à rude épreuve. Le risque de tomber en panne est beaucoup plus élevé qu'une simple sortie en mer. Alors, pour éviter toute avarie, Daniel fait une révision minutieuse de son moteur. Là, c'est un peu le sel. Ouais, on enlève un peu de sel pour les derniers préparatifs. Je regardais les niveaux d'huile, au niveau de la direction, il y a beaucoup, quoi. Les filtres, tout ça, les bougies, quoi. Si on va sur l'eau et puis on veut voir la course et puis on est en panne, ça ne sert à rien, autant rester chez soi. Des vérifications qui rassurent Sandrine qui sera à bord durant toute la semaine. L'utilisation plus importante justement du moteur durant la semaine parce qu'on fait effectivement tout le tour. On est vraiment exceptionnellement dans un risque. C'est rassurant aussi. Oui, tout à fait. C'est très rassurant pour moi et pour effectivement tous ceux qui seront sur le bateau. D'autres sont au stade de la mise à l'eau pour les premiers essais, mais avant, le passage à la pompe s'impose. À la station, 2 extras ont été embauchés pour le surplus d'activité. D'ordinaire, le port stocke 15 000 litres d'essence et 10 000 litres de gasoil. Mais pour le Tour d'Ailleul, les volumes passent à 22 000 litres pour l'essence et à 15 000 litres pour le gasoil. Avec, si besoin, un réapprovisionnement au cours de la semaine. D'une manière générale, ils font le plein pour quelques jours et puis après ils viennent faire la pointe si besoin. Ça peut partir de 300 € pour aller jusqu'à 1600. C'est vraiment en fonction du bateau qui est en face de nous. À chaque Tour d'Ailleul, environ on vend 20-22 000 litres. Rien que pour demain, le jour du départ du Tour, le port prévoit de vendre pas moins de 7 000 litres de carburant. Et ne ratez pas ce soir à 20h sur ATV la diffusion d'un documentaire consacré au Tour d'Ailleul, la formidable aventure du Tour d'Ailleul, réalisé par Anne-Sophie Bélanger. Un extrait tout de suite. Certains pêcheurs rentraient avec leurs poissons. Et pour rentrer le plus vite possible, il s'agissait de mettre une petite voile. Et on disait que par vent arrière, ils rentraient sur la commune. À partir de ce moment-là, il s'est trouvé que 2 pêcheurs se soient trouvés au même moment à rentrer. Et il fallait savoir lequel arrivait le plus vite. Et de là est partie l'idée de mettre la voile et de naviguer le plus vite possible de façon à rentrer pour pouvoir vendre ses produits.
Et c'est bien plus tard que de ce simple divertissement devaient naître les premières courses. Le dimanche, pour s'amuser, eh bien, on faisait en sorte que 2 embarcations se mesurent, comme on disait à l'époque, à savoir, ils vont faire un parcours et à celui qui arrivera le premier aura gagné. Et qu'est-ce qu'il gagnerait à ce moment-là, le pêcheur? Il gagnerait un petit punch, il gagnerait un petit amusement, mais les béquets ont été un peu plus loin, puisque à ce moment-là, ils faisaient des paris. Alors nous sommes arrivés à ce qu'on appelait les courses canottes arrêtées. Que reste-t-il aujourd'hui de cette histoire? Rares sont ceux qui s'en souviennent. Georges Brival, longtemps resté à la tête de la Fédération des Yoles Rondes, milite aujourd'hui pour rendre hommage à ces pêcheurs qui ont nourri l'âme de la Yole. Le fondement, c'est la vérité. Cette vérité vient des hommes qui l'ont créé, les marins pêcheurs martiniquais. Tout le reste, c'est du bidon, tout le reste, c'est du vent. Mais la base, l'essence bail là, c'est nègre pays, c'est pêcheur pays. Ça, on ne peut pas enlever ça. Qui aurait pu imaginer que cette tradition de course sauvage devait accoucher de l'un des plus grands événements sportifs de la Martinique, que de ces simples petits paris devait naître une manifestation à l'enjeu économique de taille. Voilà pour l'extrait documentaire à retrouver ce soir à 20h sur ATV. Et puis chaque soir, retrouvez le magazine du Tour des Yoles présenté par Hubert Bornil et Jean-Claude Asselin de Beauville. C'est le 3e site le plus visité en Martinique, la presqu'île de la Caravelle et ses ruines du château du Buc, à Trinité, du nom de Pierre du Buc, un Normand débarqué en Martinique en 1657. Hier soir, le parc naturel organisait une visite nocturne de ce lieu chargé d'histoire. Le reportage de Loïc Régis. Si les randonneurs seront éclairés par la lune ce soir, ils ne seront pas épargnés par la soif. Même si ce n'est pas forcément une grande randonnée, on mettra 1 heure, 1 heure et demie. Il faudra avoir quand même un peu d'eau. Après le briefing, c'est l'heure du départ. La marche est encadrée par des spécialistes, mais attention aux racines et autres pièges du parcours. Le sentier de la Caravelle se dévoile autrement en pleine nuit. J'ai jamais fait de marche nocturne, donc c'est une première expérience et je sais pas, passionnante. La journée on voit, mais le soir on entend. Donc on sent aussi les odeurs des fleurs. Autre ambiance, non loin dans les ruines du château du Buc, une visite guidée par l'historienne Marie-Hélène Léotin. Un mélange d'ombre et de lumière, l'univers est magique, presque mystique. Ce conteur jouant de la kalimba captive les visiteurs. Je m'agite dans mon plumage de chêne comme un oiseau trempé de sang. Et je convie tous les hommes à être des assassins jusqu'à l'aube. Les vieilles pierres ont encore tant de choses à dire. Les murs semblent nous raconter leur vécu. Ça retrace notre histoire. Donc quand on entendait l'historienne raconter l'histoire de la sucrerie, on sentait justement cette atmosphère de l'époque où ce qui s'était passé ici et qui est rempli d'histoire. Et donc oui, je ressens cette atmosphère particulière. C'est différent, donc moi je conseille à tout le monde de faire à la fois de jour et à la fois de nuit. C'est pas pareil, on n'a pas la même perception. Je n'avais jamais fait les visites des ruines comme ça. Bon, maintenant je trouve que c'est une très bonne idée et j'espère que ça va pouvoir engendrer d'autres visites. Une alliance entre nature et culture, dans le seul but de valoriser le patrimoine martiniquais. Chacun, au fond de soi, doit ressentir une émotion particulière au cours de cette visite commentée. Et c'est l'un de nos objectifs, que chacun se sente concerné par son histoire à travers ce site patrimonial. Le parc naturel de Martinique propose d'autres activités phares pour les vacances, telles que les relais du parc à Saint-Pierre ou les ateliers du domaine d'Émeraude au Morne-Rouge.
Voilà pour cette belle visite. Quelques mots de politique. En septembre prochain, le Sénat sera partiellement renouvelé en Martinique. Le premier tour des élections pour la Chambre haute du Parlement se déroulera le 24 septembre prochain. Génie Dulis-Petit pour La République En Marche, Catherine Conconne pour le PPM et Maurice Bonté pour Ensemble pour une Martinique Nouvelle ont déjà présenté leur candidature ce week-end. Les candidats ont jusqu'au 16 septembre pour déposer leur candidature. Seuls les grands électeurs sont appelés à voter. Ils sont 860 en Martinique. En Guadeloupe, un conflit agite le monde de la canne. Les planteurs demandent le paiement de la totalité de la canne broyée par l'usine de Gardel. Après une première manifestation hier sur la commune de Sainte-Rose, ils ont tenu une conférence de presse. Le compte-rendu avec Patrick Curie et Nathalie Dinan. L'ambiance était tendue aujourd'hui lors de la réunion de fin de récolte du comité de liaison. Et pour cause, les planteurs étaient plus que déterminés à se faire payer les 10 525 tonnes de canne par Gardel. L'industriel refusait jusque-là, estimant qu'elles étaient non loyales et marchandes. Nous démontrons Gardel effectivement qu'il appliquait rien qui ont parti à protocole qui a lié nous et que la deuxième partie là il pas appliqué tout simplement parce que ITP effectivement refusé ce qu'on a ça mais réellement refusé c'est-à-dire que faut pas être pas sans moulin et dès lors que ce qu'on a ça pas sans moulin là eh bien, il s'agit effectivement de payer ce qu'on a. Nous avons l'État qui était chargé d'effectivement consulter le ministère de l'Agriculture, service juridique là, et donc qui vient un élément pour dire que ça qu'il a tenté de mettre en place, là où il était recevoir visiter en commission qui était risqué de sanctionner si il accepté les cannes non loyales et marchandes, eh bien véritablement là encore l'État a démontré que ça a totalement faux, j'en ai présenté ce sujet là, puisque c'était juste une recommandation, après on était là où il était quand même posé effectivement de refuser ces cannes là. Le sujet est clos pour les planteurs, mais l'industriel n'a pas dit son dernier mot. De toute manière, il y a des propositions qui ont été faites par la DAF actuellement, mais nous pourrons délibérer lors du prochain conseil d'administration d'Iguacan. Pour l'instant, il n'y a pas eu de décision. La décision, elle sera prise en conseil d'administration rapidement, dans les prochains jours. La Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles tire la sonnette d'alarme. Si les planteurs ne sont pas payés, c'est toute une filière qui en pâtit, notamment les opérateurs de coupe. Ça fait plus de 30 ans qu'on a eu des richesses qui étaient pareilles, en taux d'impureté à moins de 70% qui ont été payés. Comme par hasard aujourd'hui, Gardel a décidé de ne pas payer ces 10 527 tonnes de canne. Vous imaginez les conséquences aujourd'hui qu'un planteur pendant 10 mois a planté une canne, a passé l'engrais, acheté l'intrant et qu'il ne soit pas payé. Mais aujourd'hui là, on a nous caillé. Aujourd'hui là, si encore nous pas gourmet encore pour planter canne, eh bien, nous avons en difficulté. Pour rappel, un peu moins de 570 000 tonnes de canne ont été broyées à Gardel et 110 000 à Marie-Galante. À la prochaine rencontre interprofessionnelle le 8 août, les planteurs espèrent l'assurance d'une indemnisation et un versement rapide. Toujours en Guadeloupe, les secrets de fabrication du bâton Kako aux abîmes avec un atelier sur le chocolat traditionnel, patrimoine culinaire des Antilles, à l'initiative du Parc naturel régional. Et ça commence en chanson. Le reportage de Linda Kayarsi et de Karine Diam. Comment fait-on du chocolat? L'eau chaude Kako ici. Comment fait-on du chocolat? L'eau chaude Kako ici. En une matinée, tous les secrets de fabrication du bâton Kako au chocolat maison ont été dévoilés. Le bâton Kako s'obtient à partir des fèves torréfiées et après broyage. C'est-à-dire c'est un gros broyage qu'il faut, assez énergique, et ça se transforme en pâte fluide. Et cette pâte fluide, bon, après trituration, enfin, c'est quand il y a trop souvent un moulage que certains opèrent. Moi, j'utilise mon doigté pour faire mes bâtons, qui sont d'ailleurs beaucoup plus gros que ceux du commerce. Un retour à la tradition chocolatée d'antan, très prisé. C'est redécouvrir ce qu'on a, notre patrimoine, des choses qu'on a négligées par priorité économique. Quand actuellement vous avez un chocolat en poudre qui n'a même plus le goût de chocolat, on se demande, nos enfants ne connaissent pas le vrai chocolat et c'est comme l'alimentation en général. Beaucoup d'enfants ne connaissent pas le poisson, ils connaissent juste le petit bâton carré. Pari gagné pour le Parc national de Guadeloupe et l'association J'ose la nature, qui offre un nouveau voyage à travers les 5 sens. Quand il y a eu l'appel à projet, j'ai réfléchi. Il fallait proposer quelque chose pour éveiller les sens par nature.
Donc, et rester aussi dans la culture et le patrimoine. Et donc, c'était l'intérêt de permettre aux enfants enfin, au public aussi, je dis les enfants, de connaître le chocolat dans toute sa dimension. La tradition du chocolat maison est bel et bien partie pour perdurer. Restez avec nous à suivre dans votre journal le meilleur de la saison du JT des communes. Ce soir, un boudin qui fait recette à Rivière-Pilote, fabriqué en famille. Vous découvrirez la recette. À Joupa-Bouillon, l'église Immaculée Conception, classée monument historique, un incontournable de la commune. Et puis les produits de la terre à Case-Pilote, un marché prisé tant par les consommateurs que par les maraîchers. Mais d'abord, notre invité ce soir, qui est avec nous, Raphaël Confion, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler de votre dernier livre, L'insurrection de l'âme, une autobiographie imaginée de Frantz Fanon, le célèbre psychanalyste martiniquais. C'est un livre qui est assez extraordinaire, notamment en termes de précision sur la vie de Frantz Fanon. Comment vous avez pu recueillir toutes ces données? Écoutez, il y a beaucoup de travaux sur l'œuvre de Fanon. Beaucoup de travaux universitaires, de livres dans toutes les langues du monde, n'est-ce pas? Et je me suis dit que ça n'était pas nécessaire d'ajouter une nouvelle œuvre universitaire à ce qui existe déjà. Donc je me suis dit comment faire pour attirer à nouveau les gens, surtout la jeunesse, vers une œuvre qui, il faut bien l'avouer, est un peu oubliée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Fanon est un nom de lycée, de rue, de bibliothèque, mais la période où son œuvre était très sollicitée, les années 80-90, est bel et bien passée. Donc je me suis dit que la meilleure manière de le faire, c'était pas de faire un travail universitaire, mais c'était de faire une autobiographie imaginée, c'est-à-dire de me mettre à sa place et d'imaginer sa vie à travers tous les documents disponibles, bien sûr. Et je dois dire que tous les détails qu'il y a dans cet ouvrage concernant sa vie sont absolument exacts. C'est-à-dire qu'il n'y a guère que les dialogues et les descriptions de paysages qui sont de moi, mais j'ai tenu à rester très rigoureux sur le plan des faits. Alors le livre commence justement sur le lit de mort de Frantz Fanon. Et c'est, vous l'avez dit, un exercice, donc une autobiographie imaginée. Ça paraît comme assez difficile et ça surprend le lecteur lorsqu'il débute ce livre d'imaginer qu'un auteur contemporain vivant aujourd'hui peut écrire à la place là de Frantz Fanon. Je vais dire presque c'est un exercice presque schizophrénique. Non, ce n'est pas un exercice schizophrénique. Je ne suis pas le premier à avoir fait cela. Je serais bien prétentieux de le dire. Ça a déjà été fait. Pas dans notre littérature, évidemment. Alors, se mettre à la place de Fanon, c'est entrer en empathie avec le personnage Fanon. Et moi, ce qui m'a facilité les choses, c'est que j'ai pu vivre en Algérie. J'ai été l'un de ces jeunes Martiniquais qui, 15 ans après l'indépendance de l'Algérie, ont été attirés par le mirage fanonien. Donc, si je n'avais pas vécu à Alger, je pense que ça aurait été plus difficile. Donc oui, le livre commence par son agonie, parce que c'est quelqu'un qui a eu une vie très brève, 36 ans. Et je rappelle qu'en 36 ans, il a publié une œuvre qui fait exister la Martinique dans le monde entier. Quels que soient les endroits du monde où je suis invité, dès qu'on dit Martinique, on me dit souvent Fanon. Alors parfois Césaire, parfois glissant, évidemment. Donc il était nécessaire de le faire revivre de l'intérieur, de façon à susciter un intérêt pour la relecture de ses œuvres. Alors on connaît évidemment les Damnés de la Terre, Fanon aussi intéressé Jean-Paul Sartre, vous, en tant qu'écrivain martiniquais. Quel est le livre que vous préférez chez Frantz Fanon? Je n'ai pas de livre préféré de Fanon. Je pense, tout le monde connaît les Damnés de la Terre, bien sûr. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la pertinence par rapport à une situation précise. La situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui au niveau du monde, les migrants, la guerre du monde arabe et de l'Occident, enfin, tous ces grands problèmes que nous connaissons, les crises économiques et tout ça, font que l'œuvre de Fanon revient d'actualité. Alors attention, il ne s'agit pas de trouver des recettes dans cette œuvre, parce qu'il faut bien comprendre que Fanon a vécu avant Internet, avant la chute du mur de Berlin, avant toutes ces choses que nous connaissons aujourd'hui, avant le mail, donc il a vécu à une époque qui est quand même très différente. Donc penser qu'on pourrait trouver des recettes toutes faites, un prêt-à-penser dans son œuvre est une idée absurde. Simplement, cette œuvre nous permet de nous reposer des questions
de manière plus intelligente que ce que nous faisons habituellement. Alors à travers cette œuvre, on revoit la critique extrêmement forte de Frantz Fanon sur les sociétés occidentales, sur les colonisateurs. Est-ce que c'est un peu aussi quelque chose que vous partagez ? Oui, parce que bon, la colonisation n'est pas totalement terminée, puisqu'on sait qu'elle prend d'autres formes. Lorsqu'on voit un président des États-Unis qui veut expulser des millions de gens et qui veut construire un mur à la frontière du Mexique, lorsqu'on voit tous ces migrants qui meurent en Méditerranée, si ces gens meurent, s'ils fuient leur pays, c'est parce que leur pays a subi la colonisation dans le passé. Donc nous vivons encore aujourd'hui les conséquences de ce phénomène et je pense que Fanon a des choses à nous dire à ce niveau-là. Merci beaucoup, Raphaël Confion, d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle donc votre livre « L'insurrection de l'âme », qui retrace la vie de Frantz Fanon, disponible chez les éditions Caribe Éditions. Restez avec nous, on poursuit ce journal avec le fuité des communes. Ce soir, je vous le disais il y a un instant, l'église Immaculée Conception, classée monument historique à Ajoupa-Bouillon. Ensuite, les produits de la terre à Casse-Pilote, un marché prisé tant par les consommateurs et les maraîchers. Mais d'abord, un boudin qui fait recette à Rivière-Pilote, un boudin fabriqué en famille. On regarde. J'aurais voulu 10 euros de boudin. Comme de coutume au marché de Rivière-Pilote, la famille Cholchéry est à pied d'œuvre. Qu'est-ce que tu en penses? Ginette et Sandra proposent une recette traditionnelle de notre boudin créole, particulièrement apprécié. Ah ouais, c'est très bon. C'est le meilleur boudin du marché. La renommée de ce boudin pilotin dépasse aussi les frontières de la commune. J'ai même une collègue de Sainte-Marie, ça m'arrive des fois de lui acheter du boudin ici pour lui emmener à mon boulot. Là, bon, mais malheureusement, c'est le dimanche et le samedi seulement qu'il y a. Pour parvenir à ce goût de pas assez, il a fallu se lever tôt. Les préparatifs commencent au petit matin, ici, quartier Borel, dans la maison familiale. J'ai mis ma caisse, mon plateau. Le boyau, je l'avais déjà mis à dégivrer, donc j'ai enlevé l'eau glacée, j'ai mis de l'eau fraîche. Et puis après, j'ai coiffé maman, bien sûr, puisqu'il faut que je la coiffe. Et puis après, je me suis mise au travail. Pour les Cholchéry, le boudin, c'est avant tout une affaire de famille. Après 42 ans, je suis fatiguée, alors les enfants ont repris la relève. Je les aide à la maison, à piocher le pain, à préparer la farce, tout ça, à attacher le boudin. Et si leur boudin fait déplacer les foules, c'est aussi, selon elle, grâce au mode de fabrication. Je pense que nous sommes les seuls à battre le pain à la main. Les autres personnes utilisent un moulin et mamie n'aime pas le moulin. Donc on fait comme mamie aime, on bat le pain à la main, à la manière de mamie. Là, je viens de faire du sport de bras. Ensuite, on ajoute les épices, le sel et l'incontournable sang de porc. Mais attention, ici, l'organisation est bien rodée. À chacun sa tâche, à chacun son boudin. Une fois que la farce est préparée, elle est partagée de façon... Une partie, c'est pour le boudin rouge et l'autre partie, c'est pour le boudin blanc. Sandra est responsable du boudin rouge au fond et moi, je suis responsable du boudin blanc. Là, je verse le sang et je passe parce que des fois, il y a des glaires. Donc, il ne faut pas verser les glaires. Là, maintenant, je mets tout ça dans ma farce. Du côté de Ginette, c'est le lait qui servira de liant pour concocter le boudin blanc. Le savant mélange est opéré sous l'œil attentif de Mandédé. C'est bon. Qui veille au dosage à respecter. Un peu plus tard, il faudra remplir les boyaux de la précieuse farce avant d'entreprendre la cuisson. Bien fait. Oui. Il faut mettre dans la marmite. Au lever du jour, la famille s'affaire encore. Charles et Luc sont venus prêter main forte, direction le marché, où la famille récoltera les fruits d'une dure soirée de labeur. Ce jour-là, c'est environ 40 kilos de boudin qui seront vendus sur les étals des Cholchéry. Située en plein centre-ville de la commune, la petite église de l'Immaculée Conception ne passe pas inaperçue.
Et même sous une forte pluie, quelques curieux viennent y jeter un coup d'œil. On a vu que les couleurs étaient attrayantes, ça nous a attirés, donc on s'est dit on va les visiter. Et comme on voyage beaucoup, on fait toujours une ou deux églises sur notre passage. On s'y arrête pour voir comment c'est fait, comment ça a été arrangé, comment c'est restauré, comme ici. L'édifice d'inspiration baroque a été construit au 19e siècle sur un ancien cimetière des esclaves des habitations environnantes. Et c'est en 1993 qu'elle a été classée au monument historique, un label de bon augure pour cette petite commune du Nord. Vu son emplacement direct dans le centre-bourg, et puis du fait aussi en plus que c'est classé, vous avez dû voir qu'il y a des touristes qui passent. Mais un tel label demande un entretien régulier. En 2001, une campagne de restauration débute pour s'achever fin 2009. Il fallait remettre le clocher à l'état que était dans les années 1880. Voilà. Et c'est pour ça que nous avons replacé le clocher. Certaines modifications ont dû être apportées, une mezzanine pour les jours de grande affluence, 2 escaliers en colimaçon pour y accéder et enfin des vitraux au-dessus de chaque fenêtre. Il y a des stations qui ont été apposées sur les fenêtres. Comme il y avait 14 ouvertures, donc ça correspondait aux 14 stations. Les 14 stations, ça consiste depuis l'arrestation de Jésus jusqu'à sa mise au tombeau. Après avoir résisté au cyclone de 1891 et à l'éruption de la montagne Pelée en 1902, l'église de l'Immaculée Conception conservera encore longtemps le patrimoine de sa commune. Je me lève le matin. Je regarde la nature au jardin. Entretenir le jardin, récolter le fruit de la terre, pour le couple Fordan, chaque matin c'est le même rituel. Le vendredi, Ghislaine prépare avec attention les bouquets garnis et autres légumes. Cet amour de la terre, Ghislaine l'a hérité de ses parents. Je suis arrivée dans l'agriculture en sortant de l'école. Bien que j'avais mon certificat d'études, mais il n'y avait pas de débouché comme maintenant. Et puis maintenant, mes parents m'ont dit, eh ben, tiens, tu vas te lancer dans l'agriculture, on va monter à la campagne. Serge, son mari, n'est jamais très loin. Tous deux prennent soin de cette parcelle de terre acquise il y a quelques années. Arrivé plus tard à l'agriculture, Serge reconnaît que sa femme est une aide précieuse. Nous connaissons bien, il a ça au passé moins, je planter tout jardin, toute terre, mais ça au clair, il a ça au passé moins, mais là et puis nous ça au clair. 15 heures, le marché de Casse-Pilote prend vie. Je vous remercie. Au revoir, bonne soirée. Au revoir, monsieur. Du tableau à la confection d'œuvres fait main, ici on trouve de tout. J'ai l'aquarium qui est très coloré. J'ai les ramasseuses d'ananas, c'est de tableaux. Pâte de goyave, confiture de goyave, gelée d'hibiscus. Je fais beaucoup de confiture. Je fais les calebasses, je les travaille, je les vide. Et puis voilà, je prends mon plaisir à le faire et à m'installer sur le marché pour vendre. Un plaisir et une ambiance appréciée des touristes de passage et des habitants des communes avoisinantes. Casse-Pilote a une magnifique caractéristique. D'abord parce que les maisons sont entretenues de toutes les couleurs. Et ça, vraiment, ça donne un soleil à Casse-Pilote extraordinaire. Qui sont formidables, c'est vraiment, on les revoit chaque semaine avec grand plaisir et surtout on a de très bons fruits et légumes. Ne vient pas vendre qui veut. Les marchands autorisés sont triés sur le volet. On se bat plus ou moins pour venir à Casse-Pilote, mais la sélection est facile et en même temps elle est difficile parce qu'il y a des choses à respecter. Ce sont des maraîchers qui font l'agriculture chez eux et qui n'utilisent aucun pesticide, qui n'utilisent aucun engrais. Et normalement, c'est la demande du consommateur au producteur. Rénové depuis 4 ans, le marché couvert de Casse-Pilote propose chaque vendredi de découvrir ou redécouvrir un terroir authentique. Voilà, c'est ainsi qu'on referme cette édition. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principaux titres développés. Le Tour d'Ailleul, les derniers préparatifs pour les plaisanciers qui suivront la compétition. Dernière révision des bateaux ce matin au port communautaire de l'étang Abricots.
Visite nocturne au château du Buc à Trinité. Hier, des dizaines de passionnés ont suivi le guide lors d'une randonnée commentée sur le site chargé d'histoire. 3 candidats déclarés pour les élections sénatoriales. Catherine Conconne, Maurice Bonté et Génie Dulis-Petit se sont déclarés hier. Et puis le chocolat traditionnel, vous avez pu découvrir en début de journal les secrets de fabrication artisanale en Guadeloupe à l'occasion d'un atelier découverte organisé par le parc naturel de l'île Sœur. À suivre la météo, juste avant l'information nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. À 20h, votre documentaire La formidable aventure des Yoles Rondes. Et à 20h30, votre série The Island. On se retrouve demain avec grand plaisir.